Alors, M. Zago, oui. Vous avez la parole pour vos questions. Merci. Merci à la Sentinelle de s'intéresser à cette question électorale. Vous proposez une médiation professionnelle. Une médiation professionnelle. Que peut-on entendre de cette expression médiation professionnelle? Ça, c'est d'un. De deux, depuis que la situation est là, l'opposition demande une révision de la liste électorale pour 2025. De l'autre côté, on dit non, on n'a pas le temps. La situation se crispe. Est-ce que vous, Sentinelle, vous pensez aujourd'hui avoir les moyens de pouvoir mener, comme vous le dites, une médiation qui peut faire changer des choses? C'était ma question. Monsieur Yannick, la voix originale, c'est cela. Vous avez la parole. Merci. Alors, merci beaucoup à la Sentinelle. Je ne veux pas rater l'occasion de pouvoir poser des questions à des éminents avocats que je reconnais ici. C'est pourquoi je voudrais commencer ma question par un constat. Dans un pays où l'injustice s'érige souvent en règle, les hommes de droit incarnent à la fois la profonde contradiction et une lueur d'espérance. Alors nous évoluons aujourd'hui dans un contexte où les décisions de justice suscitent de vives interrogations. C'est pourquoi, à l'occasion de cette conférence, je voudrais soumettre à vos appréciations deux questions. Alors, la première les deux questions touchent les deux figures majeures de la scène politique, les présidents Laurent Gbagbo et Tian. D'abord, première question, très clairement, quel regard portez-vous sur la condamnation liée à l'affaire du casse de la PCAO qui conduit à l'inéligibilité du président Laurent Gbagbo? Deuxième question, quel commentaire formulez-vous sur la situation judiciaire actuelle du président du PDCI-MDA? Merci. Monsieur Eddy Lenenter. Vous proposez une médiation professionnelle. Alors, la question c'est quel sera le mode opératoire qui permettra à cette médiation d'aboutir à un résultat positif? Monsieur Crésus. Oui, je vais insister sur la question de la médiation une fois de plus. La Sentinelle propose une médiation professionnelle. Alors, moi, ma préoccupation est de savoir sur quelle légitimité ou encore quelle expérience spécifique la Sentinelle dispose pour mener cette médiation. Quand on sait qu'il y a des institutions comme la Chambre des rois et également l'administration de la grande médiation. Alors, quel est l'apport spécifique que vous avez? Merci. Monsieur Hervé. Oui, Hervé Douglas du journal de Rassemblement. Alors, la Sentinelle propose ses services pour une médiation. À qui elle propose ses services? Et si elle n'a pas été sollicitée pour mener cette médiation-là, est-ce qu'elle compte faire des actions, voilà, pour aller dans le sens d'apaiser ces élections-là? Merci. Nous vous remercions. Madame la conférencière, vous avez la parole.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour vos questions très pertinentes qui nous permettra de mieux développer notre plaidoyer afin que les uns et les autres puissent mieux appréhender la solution que nous proposons. Une médiation professionnelle, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais d'ici ma position, porter à la connaissance de tous que depuis un bon bout de temps, dans le fonctionnement judiciaire et même dans l'appréhension du règlement des conflits, des différends et même du contentieux, les hommes de droit et même les membres de la société civile ont réfléchi et ont compris que dans le fond, il y a très souvent des contentieux portés devant les juridictions qui vont entraîner devant des juges, des magistrats formés que pour le droit, pour dire le droit, et qui sont fondamentalement assis sur le droit pour trancher la préoccupation, la question qui leur est posée. Et très souvent, nous voyons devant nos juridictions des parents, des pères et mères, des frères, des communautés qui s'entre-déchirent, même au sortir d'une décision. Le problème n'est pas réglé. Le problème perdure, malgré même les recours en appel, même à la cassation, où même on dit le débat est clos, mais dans les cœurs, les problèmes perdurent. Parce que justement, le juridisme ne peut toucher réellement au fond du problème qui fait que les partis restent toujours dans leur position. Voilà pourquoi il a été institué les nouveaux modes de règlement de conflits, dont la médiation, qui peut être professionnelle ou même pas. Il y a la conciliation, qui vit dans le règlement amiable des différends. Là encore, on ne parle même plus de contentieux, mais on parle de différends. Pour sortir le problème du juridisme, du droit qui est crispé, dont les règles sont applicables, oui ou non. Dans la médiation professionnelle, c'est une médiation qui est gérée par des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées à la méthode de la médiation. Et j'en suis une. Pour vous mettre à l'aise, je suis aussi avocat médiateur, issu de la formation de la CACI à la médiation, et je suis diplômé avocat médiateur de la CACI. Donc, en matière de médiation, le problème à huis clos est non seulement réglé à huis clos pour verser dans la réponse de journalistes qui voulaient savoir comment procéderons-nous. Là, en ce moment, les acteurs sont approchés d'abord séparément et non en face à face. Ils sont approchés individuellement. On a le temps de les écouter à fond, de prendre en compte tout leur ressenti, tout leur mécontentement, tout ce qu'ils ont à dire à huis clos, qu'ils ne peuvent dire publiquement. En ce moment-là, quand on écoute de part et d'autre les réels, on finit par comprendre le réel fondement, les réelles raisons qui les opposent et qui très souvent ne comptent même pas sur la violation des droits, mais très souvent sur le brisement de leur honneur, de leur dignité. Et dès qu'on touche le problème du fond et qu'on leur demande si tel est que l'autre accepte de reconnaître
qu'il a touché à ta dignité et tu laisses tomber. Très souvent, on dit, dans le fond, je ne veux même pas qu'il me paye, je ne veux même pas d'argent, mais parce qu'il m'a manqué de considération, de respect, il m'a frustré publiquement, voilà pourquoi je suis fâché et je veux qu'on le condamne, et je veux qu'on le poursuive, et je veux qu'on l'emprisonne. On utilise très souvent les moyens juridiques à notre disposition pour régler un problème de cœur. Voilà pourquoi, pour nous, sentinelles, à l'analyse approfondie de ce qui apparaît comme une guerre entre nos hommes politiques qui doivent nous diriger, pour nous, il y a lieu. Nous avons exposé tout le tableau depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais nous ne comprenons pas. Il y a eu des accords, il y a eu des décisions, mais ça perdure. Nous le sentons, nous le vivons, nous le voyons venir. Mais ça veut dire que jusque-là, le problème du cœur, le problème des ressentis n'est pas encore touché du tout. Et il y a lieu pour nous que la médiation soit mise en essai pour que justement les personnes qu'il faut, et pour mieux expliquer, les personnes qui conduisent la médiation ne sont pas des partis qui ont un parti pris dans le dossier. Il faut que ce soit des personnes que les partis en divergence ne soupçonnent même pas de vouloir les condamner dans cette affaire. Il faut que ce soit des partis en quels les partis en conflit ont confiance. Il faut que ce soit des personnes qui soient véritablement des personnes responsables, sages, qui puissent gérer même les secrets les plus lourds, les secrets d'État, pour que ces personnes-là puissent véritablement s'ouvrir. Très souvent, ne disent pas les choses par peur que leurs secrets paraissent. Donc ils enfuient ça et la situation s'enlise, la situation perdue, nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi pour nous, la médiation que nous proposons, professionnelle et non vulgaire, et non de parti pris, avec des personnes corrompues, avec des personnes qu'on peut facilement, à qui on donne une enveloppe qui va dire ce qu'une partie veut. Non! Nous voulons être ces personnes fermes qui puissent dire à huis clos la vérité à l'un ou à l'autre sans toutefois l'exposer. De sorte que, au sortir des entretiens, les partis puissent lâcher prise pour la vie humaine qui nous tient à cœur. Et donc, aucun d'entre nous, ici en Côte d'Ivoire, n'a le pouvoir, n'a le droit d'ôter à son semblable. Voilà ce que je peux vous dire. Relativement à la deuxième question de la révision de la liste électorale, ce qu'il faut savoir au sujet de la révision de la liste électorale, je pense qu'aujourd'hui c'est de notoriété. La liste électorale doit être révisée annuellement. On comprend que la CENI a une position qui fâche les partis politiques, qui trouvent que toutes leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Et on a nous a sorti beaucoup de critiques. Mais en ce qui concerne la liste électorale, justement, nous voulons toujours résulter dans la médiation pour comprendre pourquoi la CENI et les partis politiques se déchirent. À huis clos, on saura pourquoi la CENI veut-elle faire une révision après octobre. Pourquoi les partis politiques exigent une révision avant octobre? C'est à huis clos, c'est pas public, c'est à huis clos qui nous diront s'ils veulent bien. Parce que nous sommes obligés de leur demander de le vouloir.
Parce que nos vies doivent être sauvées. Pour gouverner, il faut laisser les gens vivre. C'est ce que nous leur demanderons. Et nous pensons que, puisque nous sommes dans une demande légitime et noble, Dieu qui nous a créés, qui a créé les partis politiques, qui a institué leur existence, qui a créé ces responsables politiques-là, les convaincra. Mais pas nous. Qui sommes-nous? Qui suis-je moi? Devant Laurent Gbagbo, devant le président Alassane, devant le président Tidjara Thiam. Qui suis-je moi? Une jeune avocate, une petite avocate, leur fille, leur soeur. Mais l'Esprit de Dieu en moi peut les soumettre. Amen. La troisième question, on m'entraîne à donner mon point de vue sur la condamnation concernant la casse de la BCAO. Comment? D'accord. Sur la condamnation de la casse de la BCAO, la condamnation du président Laurent Gbagbo relativement à la casse de la BCAO. Là, souffrez que par déformation professionnelle, je ne me prononce sur le fond de cette situation parce que je n'en suis pas l'avocat pour défendre le dossier. Et par déformation professionnelle, et mieux, la pénaliste que je suis, je ne peux m'aventurer à donner un point de vue dans un dossier dont je n'ai ni les tenants, ni les aboutissants et dont je n'ai aucune pièce. Je n'ai pas été constitué dans cette affaire. Mais le peu que je puis dire, c'est que au moins j'ai une visibilité en tant qu'avocat pénaliste de savoir que la casse d'une banque est une infraction pénale. Et pour une infraction pénale, il y a des critères sûrs et légaux. Il faut que l'infraction dont on poursuit et la personne visée ait personnellement commis la faute, doit être tenue comme auteur, ou que par elle, elle ait poussé une personne à agir, ou même elle ait utilisé une personne à agir en son nom et pour son compte. Et pour ça, nous retombons pour dire il faut avoir le dossier, il faut avoir les pièces, pour bien comprendre, pour mieux analyser, parce que le meilleur avocat, le meilleur plaideur n'est que celui qui maîtrise les faits. Quand on n'a pas les faits en main, on n'a pas les pièces en main, on plaidera faux, on dira faux. Concernant le président Tidjara Thiam, en ce qui concerne aussi sa radiation de la liste électorale, c'est pareil. Pour l'heure, nous n'avons que des informations que veulent bien nous donner de part et d'autre les partis opposés. Là encore, je ne suis pas avocat constitué de Tidjara Thiam. Je n'ai pas les pièces en main. Je n'ai pas le dossier en main. J'ai l'information comme vous qu'il a été radié. Mais compte tenu du fait que lui aussi est porté à la tête d'un parti, non des moindres, le PDCI-NDA, qui souhaite qu'il soit son candidat aux élections présidentielles, pour comprendre les raisons profondes de sa radiation, hormis le débat juridique, je ne peux qu'inviter les uns et les autres à la médiation professionnelle. Pour que nous puissions, humainement parlant, politiquement parlant, s'il y a lieu, si c'est encore possible, trouver une solution. Parce qu'en toute chose, nous sommes humains. En toute chose, il y a forcément une sortie qu'il ne faut pas chercher à fermer. Tant qu'il s'agit de sauver une vie, une seule, un sacrifice n'est pas de Mais là encore, ce que je peux dire, une chose
et qu'un parti politique opère un choix, des militants par passion opèrent un choix. Mais là où nous sommes, là où notre pays est arrivé, là où nous avons vécu ce que nous ne voulons pas vivre, pour nous qui avons vécu cette crise post-électorale dernière, là où on ne voyait même plus la tchéké, là où on ne voyait plus de gré de riz, là où on n'avait plus de l'eau, là où nos petits-enfants ne couraient pour éviter des balles assassines, je peux dire que nous sommes suffisamment éclairés, que tout Ivoirien est suffisamment mûr pour savoir opérer un choix, quelle que soit la posture, l'éloquence, le calendrier, l'agenda de celui qui se présente à lui. Ce que je puis dire, c'est d'en appeler à chaque Ivoirien d'opérer un choix honnête, un choix légitime, un choix vrai, et non un choix égoïste pour ses propres intérêts. Non, nous sommes à l'étape où l'Esprit de Dieu nous regarde, où dans cette nation, seul le vrai pourra prendre le dessus. C'est à nous d'analyser, c'est à nous et à nous seuls de bien peser, sous-peser tous les candidats qui se présentent à nous, et que notre choix soit vrai, et que notre choix ne souffre d'aucune contestation, parce qu'on nous a donné une enveloppe, parce qu'on nous a promis un poste, parce qu'on nous a promis une nomination. Non, le temps est arrivé de dire la vérité à nos politiciens qui aspirent à diriger notre nation, d'être vrais avec nous, dès la base, dès l'origine, à l'origine, d'être vrais, d'être honnêtes, de nous dire qui ils sont réellement, de nous dévoiler avant même de s'asseoir sur le fauteuil leur programme réel. Nous voulons savoir à ce jour tous les agendas, car nous ne voulons plus, oui, là, en tant que défenseurs de droits de l'homme, nous ne voulons plus d'agenda caché qui fasse souffrir des innocentes personnes, et j'ai plaidé. En ce qui concerne notre légitimité à mener une médiation professionnelle, je pourrais déjà dire que moi-même, en tant qu'avocat médiateur diplômé, je m'aventure légitime. Parce que j'ai le diplôme et j'ai le à ça. Mais mieux, la médiation n'est pas faite par une seule personne. C'est un appel, une proposition, une suggestion. Mais chacun dans la médiation a la liberté là de choisir la personne, le médiateur qu'il veut, en qui il a confiance pour porter ses ressentis. Et dans la médiation, une fois que les médiateurs sont trouvés, ils doivent être impartiaux. Dès qu'un médiateur est soupçonné d'un parti pris, il est récusé. Entre les médiateurs eux-mêmes, une fois qu'on se met en conclave dans la médiation, on parle vérité. On ne parle plus parti pris. On ne parle plus j'aime lui là, je n'aime pas. Non, on devient des personnes désignées pour régler une situation en tenant compte des ressentis, des mécontentements, et non en venant avec déjà sa solution. C'est là, au milieu du débat, là, au milieu de la compréhension des problèmes, qu'on trouve séance tenante les solutions en permettant aux uns et aux autres de faire des concessions. En les convainquant à huis clos, en leur parlant respectueusement, et non durement, en n'accusant personne, en ne fiscant personne, mais en comprenant tout ce que les uns et les autres reprochent les uns aux autres. Voilà un peu
d'où nous sortons notre légitimité. Et nous, aujourd'hui, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, pour être un, plus ou moins, nous sommes connus pour notre franchise. Nous sommes connus pour notre langage franc et direct. Nous sommes connus pour notre audace dans le respect des autorités, des institutions, parce que nous sommes bien éduqués et nous tenons à tenir à la barre tel qu'on le La dernière question, qui vit un peu à une sorte d'ouverture d'autres réflexions, au cas où notre proposition de médiation professionnelle gagne un silence radio de la part de celles des personnes que nous visons, que ferions-nous? Mais nous avons tout à faire pour une vie. Et moi, surtout moi, en tant que femme, pour un enfant, pour un homme, tant qu'on a encore le souffle de vie, tant qu'on a Dieu, on a toujours une solution. On fera encore, on cherchera encore, on réfléchira encore et nous trouverons encore, parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas mourir. Et tant que la Côte d'Ivoire vit, nous persisterons, nous proposerons, nous continuerons, nous irons loin, nous irons jusqu'au bout pour gagner le prix de la nation ivoirienne glorieuse. Nous ne nous arrêtons pas. Vous pouvez compter sur nous. Merci, cher maître. Madame la Présidente, je pense que nous avons déjà épuisé la première vague, la première série de questions. Nous allons de ce pas ouvrir une deuxième et probablement une dernière série de 5 questions. Monsieur là-bas, ensuite de voir par ici. Non, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Honoré CP, journaliste à l'agence de presse Top News Africa. Votre nom, reprenez s'il vous plaît. Honoré CP, je me nomme. Honoré. CP qui n'a pas transpondeur. Quel organe? Top News Africa. Oui. Conseil chef de la brigade citoyenne ACI Cocody, alternative citoyenne ivoirienne, représentant ici Madame Chérie Dibougaï. Moi, c'est chef Bobby Alphonse, le conseil supérieur des chefs de communauté de Côte d'Ivoire. Une carte de voix, s'il vous plaît. Mohamed Sen, Live TV. Pardon? Mohamed Sen, Live TV. D'accord. Oui, Aristide, je suis Sylvain de Bailly, connexion ivoirienne. Merci. Je suis M. Eouman Gilbert, secrétaire général de l'URD. Je suis Yvonne Koulouchoua et je représente le réseau international des femmes avocates. C'est Ibo François, site François Côte d'Ivoire Info. Je ne suis pas très rapide, je ne suis pas secrétaire. Ibo. Attendez, j'arrive. J'ai pour habitude de parler pour qu'on le dise, mais c'est précisément qui écrit alors. Je plaide. Oui, cher ami à la casquette. Oui, c'est Ibo François.
Monsieur Ivo. Oui, pas d'Ivoire Ivo. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, je me suis laissé avoir. Nous sommes à plus de 5. Il y a encore une ou deux personnes, non? Pardon? Je voudrais faire une seule relance. Une relance. Est-ce que d'abord, on va finir avec les questions sans relance? Non. Si à la plus. C'est pour relancer. Vous êtes déjà vouloir relancer? À relancer? Oui. Relancer rapidement. S'il vous plaît. Merci. Alors, maître, j'avoue qu'à un moment, je me suis retrouvé, j'ai l'impression que je me suis retrouvé dans une salle d'audience. Mais j'avoue que vous m'avez publié. Mais je vais poser ma question pour poser les débats. On va prendre le cas du président Laurent Gbagbo. Il est condamné en 2018 dans l'histoire du braquage de la PCO. Il perd ses droits civils et politiques. Il rentre en Côte d'Ivoire en 2021. Il part extraordinaire. Il est président d'un parti politique. Comment vous interprétez ça? Quelle est votre vision par rapport à ce que la justice ivoirienne est devenue? Merci. Oui, deuxième relance. Oui, la deuxième relance, c'est sur la question de la conduite du processus de médiation. Maître a parlé de neutralité. Justement, on vous juge proche de l'opposition. Qu'en dites-vous? Merci. Je dis, Maître Serifa, tout à l'heure, dans la tentative de réponse, elle avait parlé de la crédibilité de ce processus-là. Elle a posé sa question. Maman voulait savoir si effectivement la médiation peut tenir dans le temps. Il a entendu que les élections c'est en octobre. Violente question. Hein? Merci maman. Nous allons finir pour la deuxième et dernière série de questions. Peut-être que, on dira, l'appétit venant, mangeant, certainement bon. La table de séance. Tous les débats sont tournés vers vous. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est maman qui m'a dit les relanceurs. C'est eux qui m'ont relancé et m'ont induit en erreur. Alors, si vous permettez, on va guider les relances. Comme vous avez posé la question, on va les... S'il vous plaît. Et comme ça, on reviendra tranquillement à vos questions. Merci beaucoup, très chers journalistes, de m'offrir aujourd'hui l'opportunité de faire comprendre aux uns et aux autres de pouvoir faire la part des choses. Pour aborder la deuxième relance qui dit s'interroger sur la crédibilité de cette médiation, surtout qu'elle me voit proche de l'opposition. Je voulais dire qu'il faut pouvoir faire la part des choses et ne pas confondre l'avocat que je suis au médiateur professionnel dont je me propose d'être. En tant qu'avocat, pénaliste, comme on a coutume de le dire, je parle sous le couvert de ma console, du RIVA, ce sont les dossiers qui nous distinguent. Plus on est appelé à plaider, à défendre des dossiers du droit pénal, nous nous distinguons en tant qu'avocat pénaliste. De deux, les personnes, les justiciables, viennent à nous, institut personné,
c'est-à-dire par rapport à leur pensée, leur vue de notre personne et la confiance qu'on leur inspire. Et pour ce fait, c'est pas de ma faute. C'est pas mal fait, c'est pas un péché. De ce que les justiciables de l'opposition viennent vers moi. À ce que je sache, je ne suis pas fermé. En tant qu'avocat, je ne suis pas fermé à défendre qui que ce soit qui sollicite mes services. Je veux même trahir un secret pour vous informer que je fais partie du pool avocat RHDP. Vous êtes étonnés. Donc, pour vous mettre à l'aise, je suis membre du pool avocat RHDP. Mais là encore, j'ai pris soin de préciser à mes confrères et même aux politiques du RHDP que je suis en tant qu'avocat parce que le président a besoin de mes services d'avocat et non en tant que militante du RHDP. Il faut que le distinguo soit là. Je suis encore à l'aise pour vous dire, je suis à tort taxé d'être proche de l'opposition. Alors qu'aujourd'hui, ma renommée sur Internet, sur Google, sur Wikipédia, je la dois à une rébellion, à un homme de renommée, au rebelle Amadé, qui n'est pas de l'opposition, dont on ne passe pas d'opposition. Mais ma renommée, aujourd'hui, quand on parle de Maître Rosine Akaseripa, le seul dossier qui s'affiche rapidement, c'est le dossier Amadé ou Rémi, qui m'aime bien et que j'aime bien. Parce que je trouve qu'en ma présence, ils se sentent protégés, rassurés, et ils parlent. Et j'aime le faire parler, j'aime l'écouter, j'aime l'entendre. J'aime quand il se vide à moi. J'aime être son avocat médiateur. Parce qu'à moi, il dit ses ressentis. Il dit ce qu'il ne peut pas dire publiquement. Et ces dossiers-là, pour parler d'expérience, m'ont formé, m'ont forgé à la médiation. Donc pour dire, au-delà de ce qu'on voit, c'est que pour le peu que je sais et que je me sais et que mes confrères me savent, c'est que je suis une avocate ferme, incorruptible. Vous pouvez dormir tranquille. Je n'ai peur que de Dieu. Je respecte Dieu. Je me soumets à Dieu. Je respecte les règles de Dieu. Je respecte les autorités. Mais je suis incorruptible. À tout point de vue et à tous égards. Et je l'assume. Parce que mon éducation est fondée sur des vertus fermes. Et je ne partage pas. Je ne dispute pas avec ma vérité dont je suis convaincu, avec mon intime conviction que je tiens de l'Esprit de Dieu quand je l'interroge, parce qu'avant tout, je suis aussi servante de Dieu. Je prie, je prêche et je connais la parole et les principes divins. Elle a répété. Et je Laurent Gbagbo et la justice ivoirienne. Et ma vision de la justice ivoirienne. En tant que moi, avocat, j'ai le devoir, l'obligation de protéger ma justice ivoirienne. Parce que pour moi, la justice ivoirienne existe. Elle est bien là. Elle fonctionne. Oui, chaque fois
qu'on a une décision, et j'ai coutume à le dire à certains de mes clients, quand on a une décision qui ne nous plaît pas, qui ne nous sied pas, la justice est décriée. Nos amis, nos frères magistrats sont accusés de tout. Oui, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont des hommes. Et nos magistrats, justement, sont des fonctionnaires, sont dans une hiérarchie. Il y a des règles qui s'imposent dans le fonctionnement de la justice que dehors, les justiciables ne peuvent cerner, ne peuvent comprendre. Donc, devant certains dossiers, le magistrat, quand il rend une décision, en raison de son intime conviction qu'il reçoit de Dieu, il y a aussi sa personne, il y a aussi l'environnement, il y a aussi tout un tas de choses, sa hiérarchie. Donc, aujourd'hui, souffrez de ne pas condamner nos magistrats. Souffrez que nos magistrats, que nos justices, oui, justement, je nous appelle à réfléchir ensemble. Parce que ce système-là, qui nous déplaît, que nous condamnons, mais personne n'y se contraint. Oui, personne nous y contraint. C'est un système pensé par des hommes. C'est un système où nous avons nos têtes couronnées, nous avons nos traditions, nous avons nos réalités, mais nous pouvons penser nos systèmes de justice pour sauver le magistrat et non le condamner, pour sauver la justice et non la critiquer. Parce que nous pouvons, nous devons, s'il y a lieu, adapter. Parce que même nos règles s'adaptent à nos réalités, s'adaptent aux nouvelles réalités, s'adaptent à nos nouvelles exigences, à nos nouvelles volontés, à nos nouvelles données. Donc nos systèmes peuvent être revus. Personne ne nous y comprend. Je pense, nous sommes intellectuels aujourd'hui. Nous pouvons toujours proposer. Et la sentinelle proposera. Oui, nous pensons vous inviter à des ateliers de réflexion sur nos justices pour qu'ensemble nous proposons peut-être une nouvelle vision qui pourra mettre tout le monde à l'aise et libérer un peu, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, le président Laurent Gbagbo des mailles de la justice que vous voyez. Je pense que j'ai gradué les deux relances. Si mes journalistes ont été satisfaits, on peut peut-être avancer sur les nouvelles. Je vois satisfait au regard à la lecture de l'expression de leur visage. Nous partons pour la deuxième série de questions. Monsieur Honoré, top plus efficace là. Merci. En réalité, croire que vous serez capable de jouer une médiation pour que Alassane Ouattara puisse organiser des élections crédibles et transparentes en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est faire du bluff. Pour moi, c'est rêver. Pour moi, c'est de l'utopie. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara a déjà refusé toutes sortes de médiations. Regardez bien la démarche d'Alassane Dramane Ouattara à l'heure où nous parlons. Et Alassane Ouattara refuse l'agent de l'Union européenne, du PNUD, qui veulent aider la Côte d'Ivoire à organiser les élections présidentielles. Pourquoi Alassane Ouattara refuse ça? A-t-il refusé cet argent en 2015? A-t-il refusé cet argent en 2020? A-t-il refusé cet argent? Non, il l'a toujours pris. Pourquoi il refuse cette année? Parce qu'il a déjà décidé de ce qu'il va faire. Alassane Ouattara veut partir à l'élection avec une exclusion de tous les candidats. Voilà pourquoi il est en train de refuser cet argent-là. Parce qu'il sait que s'il décide de prendre cet argent-là, quand il va exclure les candidats, au moment des revendications, les bailleurs de fonds vont aussi entrer dans le jeu pour dire « nous avons un mot à dire ». Nous avons un mot à dire justement parce que notre argent est aussi dans
l'élection présidentielle, donc nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Et ils auront totalement raison. Et pour ça, Alassane Ouattara préfère donc anticiper. Il dit, je vais organiser mon élection présidentielle avec mes moyens. Je n'ai pas besoin de 5 francs des Européens. Non, c'est pas qu'il n'a pas besoin de l'argent des Européens. Parce qu'il continue à prêter l'argent là-bas pour faire réaliser les projets ici en Côte d'Ivoire ou alors pour voler et faire des détournements. Alassane Ouattara a déjà décidé de l'exclusion. Il a déjà exclu. Il a déjà exclu. Et dans cette médiation que vous voulez avoir, on connaît les qui sont fautifs. Hein. Pour moi, une médiation doit aussi pouvoir dire la vérité. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a toujours dit, n'est-ce pas, qu'aucune réconciliation n'est possible sans la vérité. C'est la vérité qui peut permettre à une véritable réconciliation. Quand vous avez porté les armes contre votre État, quand vous avez tué, violé, dilapidé, détruit, coupé les têtes des personnes, il est important de le reconnaître avant de demander pardon. C'est pourquoi aujourd'hui, même le pardon de Soro n'est pas compris et accepté par tout le monde. Parce que c'est un pardon sans explication. Et ce n'est pas cool. Un pardon doit d'abord passer par une forme d'explication. Reconnaître et assumer ce qu'on a fait pour enfin demander pardon pour ce qu'on a reconnu. Mais si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu veux que les gens reconnaissent? C'est un peu comme si tu minimisais ce que tu as fait. C'est comme si ce n'était rien. Non, on ne peut pas endeuiller un pays. On ne peut pas tuer autant de personnes. On ne peut pas détruire un pays et croire qu'on va tourner la page comme ça. Juste avec un mot de pardon. Non, 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 non. Il faut devoir reconnaître qu'on a blessé. Il faut expliquer ce qui s'est passé. Qui a financé, qui a pensé, qui a réfléchi. Il faut que chaque responsabilité soit située pour qu'on puisse partir dans une véritable réconciliation. Parce qu'en ce moment, le pardon sera sincère. Donc pour moi, une médiation, c'est bon. Mais une médiation honnête encore, c'est mieux. Et une médiation honnête avec Alassane Ouattara, c'est impossible. Parce que Ouattara, lui, ce qu'il veut, ce sont des gens qui sont à sa solde. Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui le problème. Il faut pouvoir le dire. Parce que ici encore, on a l'impression que comme vous voulez être des médiateurs, vous commencez aussi, voyez-vous, c'est-à-dire... vous voulez être tellement impartial que vous refusez de dire directement la vérité. Voilà, vous voulez être impartial, on n'a pas tous les éléments à main pour répondre sur le cas du président Laurent Gbagbo, même sur le cas de Tidjane Thiam. Non, 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 non. Vous devez être capable de dire de manière claire que quand une personne lui-même a été exclue selon lui et qu'il a tout fait pour être candidat, parce qu'il y a des gens qui disent que quand on exclut Ouattara a fait quoi? Quand on l'exclut, il a fait quoi? Il est élu président de la République aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Il ne s'est pas laissé faire. Quand on l'exclut, il a fait une guerre pendant toutes les années qu'il était opposant, jusqu'à ce qu'il devienne président. Donc il a fait quelque chose. Sinon, il ne serait pas président. Donc arrêtez de demander, il a fait quoi? Il a fait quelque chose. Il faut dire que si tu as fait quelque chose quand on t'exclut, bah dis-toi que les autres vont faire quelque chose aussi. C'est totalement normal.